Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver, cette fois-ci à côté de mon joli sapin tout décoré, pour continuer avec une vidéo sur le thème de Noël. La semaine dernière, je vous ai présenté quelques achats que j'avais pu faire, des achats made in France, des achats éthiques, des achats zéro déchet, pour vous donner quelques idées de cadeaux pour vous-même ou pour d'autres personnes. Et aujourd'hui, je voulais vous donner des petits conseils que j'essaye d'appliquer pour rendre cette belle fête qu'est Noël un petit peu moins consumériste et un petit peu plus green. Forcément, qui dit Noël dit sapin de Noël. Et à partir du moment où on essaye d'avoir un mode de vie un petit peu plus écolo, on en vient à se poser cette fameuse question du sapin artificiel ou sapin naturel. J'ai lu énormément de choses sur les deux types de sapins et au final, la conclusion que j'en ai retirée, c'est que le mieux c'est de ne pas faire de sapin ou de faire un sapin avec de la récup, des planches de palettes, des morceaux de bois ou tout simplement d'accrocher une guirlande le long de votre mur en forme de sapin. C'est la seule manière d'avoir un sapin véritablement écolo. Parce que ce soit le sapin naturel ou le sapin artificiel, les deux ont un bilan carbone assez désastreux. Pour le sapin artificiel, ça saute vraiment aux yeux puisqu'il est fait en plastique, très probablement en Chine, c'est quelque chose qui n'est pas recyclable. Donc le jour où vous décidez de vous en séparer, c'est forcément incinération ou enfouissement. A l'inverse, le sapin naturel est souvent produit de manière intensive, donc avec des pesticides, avec des engrais qui ont un effet forcément délétère sur la planète, je ne vous apprends rien. Et puis une fois qu'ils ont été coupés, ils font parfois des centaines, voire des milliers de kilomètres en camion pour atterrir chez nous. Et l'inconvénient de ce sapin naturel, c'est qu'il va durer 1 ou 2 mois, le temps de passer les fêtes de fin d'année. Vous allez vous en séparer, bien souvent ils vont être brûlés, et l'année suivante, vous allez en racheter un et qui aura toujours la même empreinte carbone. Alors certes, le temps que le sapin pousse, par la photosynthèse, il va capter du CO2, ce qui va permettre de rééquilibrer un petit peu son empreinte carbone. Mais malheureusement, le fait de répéter ça tous les ans en rachetant un nouveau sapin tous les ans, c'est vraiment tout aussi mauvais. Il existe une autre alternative, ce sont les sapins en motte, donc que vous achetez avec encore ses racines et que par la suite vous pouvez replanter dans votre jardin. Alors l'inconvénient, c'est qu'il faut avoir un jardin, parce que sur un balcon ça prend rapidement de la place. Et surtout, le fait de lui faire subir des chocs thermiques entre le fait qu'il est poussé à l'extérieur, dans le froid, le fait de vivre pendant 1 mois ou 2 à 18-20 degrés dans un intérieur et de repartir dans le froid après, c'est assez rare que les sapins survivent. L'année dernière, j'avais découvert un service dans les magasins botaniques, il me semble. Vous pouviez louer un sapin de Noël naturel en motte, vous veniez le chercher dans le magasin et à la fin des fêtes vous veniez le redéposer et le magasin s'occupait d'aller le replanter à la fin des fêtes de fin d'année. Ça peut être une bonne alternative, notamment si vous n'avez pas de jardin pour replanter votre sapin, surtout que si vous faites ça tous les ans, au final vous allez vous retrouver avec une forêt à la place de votre jardin. Donc l'année dernière, après m'être fait des nœuds au cerveau, j'ai fini par choisir un sapin en plastique. J'ai essayé de choisir un sapin assez qualitatif, de mettre de côté les premiers prix, en espérant qu'il ait une qualité suffisante pour pouvoir le garder de nombreuses années et ainsi limiter au maximum l'impact qu'il pourra avoir sur la planète. Deuxièmement, les décorations du sapin de Noël. Alors, il faut savoir que j'ai un chat et tous les propriétaires de chats qui font des sapins pour Noël savent bien que c'est une période relativement compliquée. Donc quand je suis amenée à acheter une décoration pour le sapin, sa qualité principale est qu'elle doit être totalement indestructible, car très fréquemment je retrouve des boules, des décorations par terre, puisque le chat adore jouer avec. Et du coup, qui dit indestructible dit qu'on a tendance à se tourner vers des choses en plastique. Et mea culpa, je suis la première à avoir acheté il y a 3 ans un pack de boules en plastique chez Ikea. Effectivement, c'est du plastique, ça vient du pétrole, c'est fait en Chine, c'est pas recyclable, c'est très polluant, vous commencez à connaître la rengaine, mais l'avantage de ces boules en plastique, c'est qu'elles peuvent tomber des dizaines voire des centaines de fois par année, elles sont toujours intactes et donc ce sont des boules que je vais garder extrêmement longtemps. Puisqu'en plus j'ai fait en sorte de choisir des couleurs assez neutres, assez classiques pour Noël. Ce qui fait que c'est pas une mode dont je vais me lasser, c'est pas des choses dont je vais vouloir me séparer d'ici 1 ou 2 ans. Ce sont vraiment des choses que je vais pouvoir garder dans la durée. Autre astuce, acheter des décorations de Noël en bois et artisanales. Celles-ci ainsi que le petit renne que vous pouvez voir juste ici dans le sapin
sont des petites décorations que j'ai trouvées lors d'un marché de créateurs à Strasbourg. Donc c'est quelqu'un du coin qui s'amuse à découper des petites plaques de bois assez fines pour en faire des décorations de Noël pour le sapin. J'ai choisi de les garder brutes parce que c'est quelque chose, c'est une couleur que j'aimais bien, mais notamment si vous avez des enfants, vous pouvez créer un petit atelier décoration où ils peuvent peindre par exemple les petites décorations, ça fait vraiment quelque chose de personnalisé, c'est indestructible et ça fait travailler l'artisanat local, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et enfin, dernière astuce, vous pouvez faire des décorations de Noël vous-même avec vos petites mains. Il y a 2 ou 3 ans, j'avais trouvé dans un magasin, je suis désolée pour la prononciation, Sostrengren, je ne sais pas comment ça se prononce. C'est une chaîne de magasins, ça doit faire 2 ou 3 ans que ça a commencé à s'implanter en France. J'avais trouvé dans ces magasins des petits kits avec des petits morceaux de papier ruban comme ça, assez rigides, de plein de couleurs différentes et avec les instructions pour faire ce pliage soi-même. J'avais trouvé ça super chouette, super ludique. Ça coûtait vraiment pas très cher. L'année dernière, ils en avaient remis en vente. Donc je pense qu'il y a de fortes chances que cette année, il y en ait encore. Je sais pas, je suis pas du tout allée voir. Mais je suis convaincue que ça peut être une bonne alternative pour faire des choses soi-même. Des choses, tant pis si ça tombe, c'est pas grave du tout, c'est du papier. Le chat n'a que très peu d'impact sur ce genre de déco. Et en plus, on a la joie et la fierté un petit peu d'avoir véritablement participé à la décoration du sapin de Noël. Le seul inconvénient, c'est que ces papiers-là, notamment les papiers brillants, il me semble qu'ils ne sont pas recyclables. Mais c'est tout à fait possible de faire ça avec n'importe quel type de papier. À partir du moment où il est un tout petit peu épais pour pouvoir se plier facilement, notamment avec du papier craft qui est un petit peu plus épais qu'une feuille de papier lambda, je suis sûre que ça peut super bien rendre. Et au moins on est sûr que c'est du papier recyclé et complètement recyclable. En parlant de papier craft, je voulais vous montrer ce que j'avais acheté cette année pour réaliser mes paquets cadeaux. Un énorme rouleau de papier craft. Donc qui dit Noël dit sapin, dit décoration, mais dit aussi cadeau et emballage cadeau. Et là où ça commence à être compliqué, c'est que la majorité des papiers cadeaux, souvent ceux qui sont un petit peu brillants, ne sont pas du tout recyclables. Et moi ça me gênait vraiment d'acheter ça parce que c'est quelque chose qui est utilisé quelques minutes voire heures seulement et qui part directement à la poubelle sans pouvoir être recyclé. Donc j'ai décidé cette année de trouver des emballages cadeaux plutôt éco-responsables. Donc j'ai décidé de commander un énorme rouleau de papier craft. Pour accessoiriser mes paquets cadeaux et les rendre quand même un petit peu plus jolis que du simple papier craft, j'ai choisi d'acheter ces 3 bobines de fil, de ficelle. Alors la première, c'est une ficelle toute simple, naturelle, en fibre 100% naturelle, qui est donc compostable. Et les 2 autres sont en coton également. Le seul inconvénient de ces 2 bobines, c'est que je ne suis pas sûre que la teinture soit 100% naturelle, je ne pense pas. Et donc, certes c'est en coton, donc c'est aussi compostable, mais c'est à éviter si vous utilisez un compost que vous récupérez ensuite pour vos plantes notamment, puisque en règle générale, ce qui est contenu dans les encres, c'est pas forcément toujours super bon, donc encore moins pour des plantes. En plus de ça, vous pouvez directement écrire sur le papier craft pour qui est le cadeau par exemple, ou même faire des petits dessins pour le personnaliser un petit peu. J'ai trouvé que c'était une bonne alternative parce que j'ai une grande famille et avec celle de mon copain en plus, ça commence à faire pas mal de paquets. Et l'astuce du furoshiki, j'aurais clairement dû acheter des dizaines de carrés de tissu parce que je les avais pas sous la main. C'était un petit peu compliqué à mettre en place, en tout cas pour moi. Et donc j'en viens à cette autre astuce, si vous ne la connaissez pas, d'emballer vos cadeaux dans des morceaux de tissu. Que ce soit une bouteille d'alcool ou un petit jouet pour un enfant, au final tout est emballable dans un morceau de tissu. Et c'est quelque chose qui ne va pas être jeté puisque une fois que vous avez offert le cadeau, vous pouvez très bien demander à la personne, tout simplement en lui expliquant pourquoi vous l'avez emballé comme ça, à récupérer votre morceau de tissu et vous pourrez le réutiliser dans d'autres circonstances ou l'année prochaine. Et enfin, 4e série d'astuces, tout ce qui concerne la nourriture. Aujourd'hui on le sait et ça a été prouvé scientifiquement, une personne qui a un régime carné produit indirectement beaucoup plus de CO2 et de pollution en règle générale qu'une personne végétarienne ou végétalienne. Donc si on résume d'un point de vue purement écolo, on se dit qu'on va faire un petit repas vegan pour Noël et que tout le monde sera content. Évidemment ce serait l'idéal, sauf que chaque famille a ses traditions
Et je pense que c'est encore plus compliqué de leur demander de changer quelque chose d'ultra traditionnel comme peut l'être le repas de Noël à ce moment justement précis. Autant leur faire découvrir un plat végétarien ou végétalien en plein milieu de l'année, je pense que ça poserait moins de soucis que de vouloir imposer quelque chose au moment de Noël. Mais je suis convaincue qu'il y a toujours moyen de trouver des compromis en étant un petit peu malin pour pouvoir passer un Noël qui a beaucoup moins d'impact sur la Terre et sur ses habitants. Le plus simple selon moi, si vous avez la possibilité de participer à la préparation du repas de Noël, c'est de proposer des alternatives végétariennes ou végétaliennes à l'apéritif ou au dessert. En règle générale, c'est vrai que le plat traditionnel de Noël est toujours le même d'année en année puisqu'on se passe des recettes depuis des générations sur comment faire cuire la dinde ou les accompagnements. Souvent les familles sont très conservatrices vis-à-vis de ces plats-là. En revanche, à l'apéritif ou au dessert, ce sont souvent des plats qui changent d'année en année. Et donc selon moi, ça peut être le bon moment de proposer des plats sans produits animaux. Il existe des milliers d'alternatives végétariennes ou végétaliennes pour des repas de fête. Et je vous conseille vivement l'un des derniers articles de Marie Laforêt sur son blog 100% végétal, si je me trompe pas. Je vous mettrai bien sûr le lien en barre d'infos. Elle a donc répertorié toutes les recettes qu'elle a déjà proposées, entrées, plats, desserts et même les boissons qui sont 100% véganes. Ça peut permettre de vous faire une idée de ce qui est possible. Évidemment, il n'y a pas qu'elle qui propose des recettes végétariennes ou végétaliennes de fête. Vous trouverez même des bouquins de cuisine entièrement dédiés à Noël et aux fêtes de fin d'année. Si vous faites un petit peu de recherche, vous êtes sûr à 100% de trouver quelque chose qui va vous plaire et qui va convenir au goût de votre famille. Et le mieux dans tout ça, c'est que vous n'allez pas foncièrement changer l'intégralité de l'esprit du repas de Noël. C'est-à-dire que vous pouvez toujours proposer des toasts ou des petites bouchées chaudes à l'apéritif ou même une bûche pour le dessert. Donc vous n'allez pas chambouler totalement les habitudes de votre famille, mais vous allez pouvoir introduire des produits qui changent vos habitudes, des produits pour lesquels il n'y aura pas de produits issus des animaux et faire découvrir ces recettes-là à votre famille ou à vos amis et peut-être même leur faire un petit peu changer d'avis, leur faire ouvrir les yeux sur la cause animale et sur les régimes végétariens ou végétaliens. Si pour vous ou votre famille au contraire c'est totalement inconcevable de tirer un trait sur la dinde de Noël, il y a aussi 2-3 petits conseils que vous pouvez appliquer pour avoir un minimum d'impact sur la planète. Tout d'abord, privilégiez les produits locaux et bio. Essayez de voir s'il n'y a pas d'éleveurs de volailles proches de chez vous. Ça permettra en premier lieu d'éviter toute la pollution liée au transport et à l'acheminement des marchandises. Et pour vos accompagnements, dans la mesure du possible et si c'est faisable pour vous et votre famille, essayez de privilégier forcément des légumes et des fruits de saison. En ce qui me concerne, Noël cette année se passe chez mes beaux-parents, donc je vais clairement pas pouvoir influencer les menus. En revanche, comme je le disais dans ma dernière vidéo, je vais faire des biscuits de Noël, des tonnes de biscuits de Noël. Et j'ai décidé qu'il serait vegan, sans utiliser d'œufs et sans utiliser de beurre. Pour le beurre, j'ai aucun souci, que ce soit utiliser de la margarine ou même de l'huile de coco désodorisée, il n'y a aucun problème. En revanche, j'ai une recette avec un œuf et là pour le coup, je ne sais pas du tout par quoi je vais le remplacer. Si jamais vous avez des idées, n'hésitez pas à me les donner en commentaire parce que c'est pas un œuf comme pour faire une meringue où là clairement je sais comment le remplacer. C'est vraiment un œuf qui est intégré dans la pâte des biscuits. Donc pour le coup, je sais pas trop par quoi le remplacer. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que les conseils que je vous ai donnés vous aideront à passer un Noël un petit peu plus écolo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à partager la vidéo et même à la liker. N'oubliez pas les petits pouces bleus. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.